Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, je suis, comme vous en doutez, ravie que la Commission examine enfin le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique. C'est un texte très attendu de la filière audiovisuelle et cinématographique, mais également par les membres de notre commission, dont plusieurs, vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, ont participé à la mission d'information que le président Studer avait souhaité lancer dès le début ou presque de la législature. J'avais préconisé, en tant que rapporteur de cette mission, présidée par notre collègue Pierre-Yves Bournazel, un vaste ensemble de mesures destinées à actualiser la loi de 1986, texte devenu complexe et peu lisible du fait de la sédimentation législative, et à tirer les conséquences des bouleversements sociologiques et économiques induits par la révolution numérique. Le projet de loi qui nous est aujourd'hui soumis met en œuvre 32 des 40 recommandations de la mission d'information. Je ne peux que nous en féliciter, car cela montre que le Parlement a toute sa place dans l'initiative de la loi. Je salue également les initiatives nombreuses des différents collègues, également dans les rapports budgétaires pour avis ou de la délégation à l'outre-mer. Le projet de loi consacre notamment, dans son titre premier, la nécessité de moderniser le soutien à la création audiovisuelle et cinématographique, et notamment la contribution au développement de la production des éditeurs de chaînes de télévision et des services de médias audiovisuels à la demande. J'avais appelé dans mon rapport à renvoyer plus fréquemment aux accords professionnels entre éditeurs et producteurs, dont on a vu ces dernières années qu'ils permettaient au secteur de trouver des compromis féconds. C'est tout l'objet de l'article 1er du projet de loi qui renvoie à un décret le soin d'établir des dispositions socles, mais aussi des marges de manœuvre pour la négociation professionnelle. La rédaction actuelle du texte de loi, comme du projet de décret, suscite, vous le savez, Monsieur le Ministre, des inquiétudes assez vives chez les éditeurs comme chez les producteurs. En tout état de cause, il me semble que certaines clarifications doivent pouvoir être apportées à ce stade dans le texte que vous nous proposez. Je pense notamment à la mention des mandats de commercialisation qui doivent, à mon sens, être intégrés à la définition de la production indépendante. De la même manière, il me semble nécessaire de prévoir une contribution minimale applicable en matière d'œuvres cinématographiques pour éviter toute mutualisation des obligations dans la part dépendante. Il importe également de préciser quelle sera la répartition entre les œuvres européennes et les œuvres d'expression originale française, car elle n'est pas du tout anodine pour les acteurs étrangers qui seront désormais soumis à cette contribution et qui proposent pour la plupart des contenus principalement, si ce n'est exclusivement, américains. Je n'entrerai pas en détail dans tous les amendements que je vous soumettrai la semaine prochaine, mais il me semble également indispensable de prévoir une forme d'obligation de diversité dans les investissements auxquels consentiront les chaînes et les services à la demande, de sorte à ce qu'ils irriguent véritablement l'ensemble de l'écosystème et que l'obligation ne soit pas détournée de ses fins. Il me semble également indispensable de consacrer dans la loi la notion de producteur délégué, qui fait en réalité la spécificité et la force du modèle français et qui pourrait être mise à mal avec l'arrivée de nouveaux acteurs, notamment américains, qui recourent plus volontiers à la production exécutive. Vous avez d'ailleurs mentionné dans votre propos l'obligation d'y recourir. Aussi me semble-t-il pertinent d'étendre à la part dite dépendante l'interdiction pour le diffuseur d'être producteur délégué. Dans le cas contraire, il suffira aux géants américains d'ouvrir des studios en France pour remplir une part non négligeable de leurs obligations. Monsieur le ministre, comment appréhendez-vous cette proposition ? Il y a également une idée qui me tient à cœur, car elle est fondamentale à mon sens dans le monde numérique et au cœur des bouleversements que connaît l'écosystème, celle de la neutralité technologique. Vous l'avez dit, Monsieur le ministre, je vous cite, il faut les intégrer à notre modèle, ils sont les bienvenus. On ne peut donc pas décemment intégrer les services numériques, notamment étrangers, à l'obligation de contribution sans se poser la question des règles aujourd'hui discriminatoires qui existent, notamment en matière de chronologie des médias. Si nous devons sanctuariser absolument la fenêtre d'exposition en salle de cinéma et réaffirmer qu'un film pour nous en France est un film qui sort en salle de cinéma, un acteur numérique qui souhaiterait être aussi vertueux que Canal+, que l'est aujourd'hui Canal+, devrait pouvoir bénéficier des mêmes accords avec les producteurs, même aussi au sein de la fenêtre de chronologie des médias de Canal+. Comment envisagez-vous, Monsieur le ministre, de faire respecter ce principe de non-discrimination ? Le deuxième chapitre de ce titre premier consacre l'instauration d'une concurrence plus équitable, notamment dans le domaine publicitaire. J'avais effectivement appelé à un assouplissement de la réglementation relative à la publicité, de sorte à ce que ce gisement de croissance ne parte pas exclusivement au profit des GAFA, mais bien au profit des groupes audiovisuels français. Beaucoup de règles sont d'ordre réglementaire, néanmoins, plusieurs sont prévues dans la loi, comme les écrans partagés lors des retransmissions sportives ou la troisième coupure de pub dans les films de longue durée. J'ai toutefois une interrogation s'agissant de la libéralisation du placement de produits. S'il est vrai que la directive SMA offre désormais un cadre très libéral, je ne suis pas certaine qu'il faille la transposer dans toutes ses dimensions.
Notamment, certains programmes se prêtent mal, à mon sens, à un placement de produits. Tel est le cas des documentaires, qui véhiculent de l'information et dont les auteurs sont souvent des journalistes. Je ne voudrais pas qu'il y ait, dans l'esprit du spectateur, une confusion possible entre un contenu éditorial et un contenu placé. Il me semble dès lors nécessaire de redonner au régulateur la marge de manœuvre qui est aujourd'hui la sienne dans ce domaine, afin qu'il décide lui-même si tel ou tel type de programme peut faire l'objet d'un placement de produit, et si oui, à quelles conditions. Je crois qu'il faut aussi renforcer, dès lors que l'on ouvre plus largement le placement de produits, la protection du spectateur, car c'est une technique par nature qui est plus insidieuse que la publicité classique. Monsieur le ministre, quel est votre point de vue sur cette question, au regard des craintes que je viens de formuler ? Sur un autre sujet, je me félicite que ce texte supprime enfin les jours interdits qui empêchaient la programmation de films à la télévision certains soirs de la semaine et étaient devenus, vous l'avez dit, anachroniques. Toutefois, j'entends les questionnements du secteur sur le fait que ces jours interdits ne seraient pas entièrement supprimés et que subsisterait par décret une interdiction sur certains jours. Cette interdiction n'est-elle donc que transitoire, Monsieur le ministre, ou bien a-t-elle vocation à être pérenne? Si tel est le cas, il me semble que la suppression de l'article 11 s'imposerait. La modernisation de la télévision, c'est aussi la modernisation de sa diffusion et de sa réception. Le projet de loi sur ce point accompagne le processus de passage à l'ultra-haute définition de manière affirmée. C'est un peu moins le cas, à mon sens, en ce qui concerne la radio numérique terrestre, aussi appelée DAB+. En effet, les obligations de compatibilité prévues par le texte, et notamment l'échéance fixée à décembre 2020 pour les autoradios, me paraissent un peu en deçà de l'ambition que vous portez au sein du gouvernement et que porte le CSA en matière de déploiement du DAB+. Aussi, il me semble souhaitable, tout en respectant le nouveau code européen, de revenir partiellement au droit existant, mieux disant dans ce domaine. Sinon, ce sont des milliers, par exemple, d'automobilistes qui seront privés de cette technologie qui permet de capter de très nombreuses radios. Dès lors, Monsieur le ministre, quelle raison auriez-vous de vous opposer au nom du gouvernement à cette évolution? De façon plus générale, beaucoup estiment que la radio est la grande absente de ce texte. S'il n'y a rien dans le texte concernant les quotas de chansons francophones à la radio, j'imagine que c'est parce que vous avez souhaité laisser toute latitude au Parlement sur le sujet, compte tenu notamment de la récente mission Flash qui a été confiée à nos collègues Florence Provendier et Michel Victory. Je suppose qu'elles vous interrogeront sur leurs pistes de réflexion, mais j'aimerais dès à présent recueillir votre avis sur le sujet connexe de la régulation des nouveaux acteurs de la distribution des contenus audio, que sont les agrégateurs de flux radio et de podcasts, ou encore les enceintes connectées, qui vont devenir le moyen privilégié pour beaucoup de Français d'accéder à ces contenus. Il y a, me semble-t-il, un sujet majeur à traiter ici, sans lequel le projet de loi manquerait une partie de son objectif. Je me réjouis également de ce que ce projet soit l'occasion de transposer la directive droit d'auteur, dont on sait que la rédaction a été emportée de haute lutte dans les instances européennes grâce à la ténacité des autorités françaises face à ceux qui voulaient détricoter le droit d'auteur tel que nous l'entendons. Il convient néanmoins de demeurer attentif à la préservation d'équilibres économiques patiemment construits par les conventions collectives. Je pense notamment aux inquiétudes liées à la rémunération proportionnelle pour les artistes-interprètes, alors que de nombreux secteurs ont affirmé leur attachement à la rémunération forfaitaire et se sont émus de la traduction qui a été retenue. Sur ce sujet, quel équilibre pensez-vous que nous puissions trouver? La protection du droit des créateurs à une juste rémunération est un combat qui, vous le savez, m'anime depuis le début de cette législature. Je me réjouis donc de la présence dans ce texte de dispositions aux articles 22 et 23 qui permettront de lutter plus efficacement contre le piratage d'œuvres culturelles, mais aussi de contenus sportifs. Je pense à l'inscription sur une liste noire publique de sites massivement contrefaisants. Les débats en commission permettront certainement d'aller plus loin dans le sens de la lutte contre les sites miroirs, dans la protection de toutes les compétitions sportives, y compris les plus courtes, ou dans la lutte contre le téléchargement illégal. Concernant la régulation du secteur de l'audiovisuel et du numérique, je me réjouis de la création d'une nouvelle autorité, résultat de la fusion du CSA et de la Hadopi que j'avais recommandée. L'ARCOM constituera un outil puissant au service du respect de la loi et des droits, cela d'autant plus que le projet de loi renforce sa coopération avec les autres instances de régulation du secteur, ainsi que ses pouvoirs et ses moyens d'enquête. Elle sera notamment compétente pour la régulation des plateformes en ligne et son rôle est accru dans l'accessibilité des services audiovisuels et numériques pour les personnes en situation de handicap. Cependant, je m'interroge sur la formulation de l'article 41 qui prévoit que l'ARCOM veille à ce que les services de radio, de télévision et de médias audiovisuels à la demande ne puissent pas être interrompus ou modifiés sans l'accord explicite de leurs éditeurs. Certains considèrent qu'il s'agit d'une surtransposition de l'article 7 ter de la directive SMA. Qu'en pensez-vous ? Enfin, le secteur public de l'audiovisuel est particulièrement concerné et impliqué dans la révolution numérique en cours. La réorganisation de l'audiovisuel public autour d'une société mère, France Média, doit permettre de lui donner les moyens de faire face à une concurrence mondialisée. Les missions du service public sont réorganisées et clarifiées. Je regrette néanmoins que le divertissement soit présenté comme un domaine et non comme une mission.
J'insisterai encore sur mon souhait de voir inscrite dans le projet de loi la responsabilité toute particulière de l'audiovisuel public à l'égard de la jeunesse. La suppression annoncée par le gouvernement de la chaîne France 4 et qui laisse beaucoup de parlementaires perplexes doit être compensée par la réintroduction de programmes jeunesse de qualité au carrefour d'audience des enfants sur les autres chaînes, toutes les autres chaînes linéaires de France Télévisions. Par ailleurs, pour ne pas contrarier les trajectoires des contrats d'objectifs et de moyens de France Télévisions, Radio France et France Média Monde, qui courent jusqu'en 2022 et qui nous engagent, je souhaiterais, Monsieur le Ministre, que France Média ne commence à répartir les ressources publiques entre ses sociétés filles qu'à partir de 2023. Que pensez-vous de cette proposition? Je vous remercie pour vos réponses à ces nombreuses questions. Et si vous le voulez bien, Monsieur le Président, je cède la parole à mes collègues rapporteurs, Sophie Mette et Béatrice Piron.